Salam alaikum. On se retrouve une deuxième fois, toujours dans ces séquences live d'enseignement à distance. Et je salue tous les likers, tous les étudiants qui montrent leur patience de nous suivre en live. Et bien évidemment, je salue également ceux qui vont voir par la suite nos enregistrements. Je commence par répondre à quelques éléments qui ont été posés lors de la première partie du chapitre 3 qui a porté sur le recadrage de la situation avant d'aller en mission d'audit ainsi que les outils méthodologiques qu'un auditeur doit utiliser et je réponds à quelques réponses qui ont été émises. La première, est-ce que la bonne relation qui peut exister entre le manager et l'auditeur peut nuire à l'audit, à la mission d'audit? Là, il faut signaler tout d'abord que par norme, l'auditeur ne peut être influencé par n'importe qui, qu'il soit avec bonne ou mauvaise relation. Donc, toute chose qui peut compromettre le travail d'un auditeur doit être mise à l'écart. Et ça va avec le principe de l'impartialité. Et du coup, notre auditeur, tout d'abord, ne doit pas si l'on a la possibilité d'auditer les fonctions qu'il avait déjà occupées et dans le cadre de l'audit externe, c'est au moins pendant 5 ans. 5 ans. Si vous avez travaillé par exemple dans une organisation et vous avez ouvert votre cabinet d'audit, l'organisation en question dans laquelle vous avez travaillé, vous n'êtes pas appelé, si vous êtes par exemple commissaire aux comptes, la loi vous interdit à prendre une mission d'audit au moins pour les 5 années après, afin de garantir l'objectivité et l'indépendance. Deuxième élément qu'il faut connaître, et c'est plus particulièrement dans l'audit externe, et ça peut s'appliquer également pour garantir que le travail de l'auditeur est en bonne et due forme, c'est que la fonction d'audit ne peut être occupée par des personnes ayant un lien de parenté avec le manager, autrement dit père, grand-père, fils, petit-fils, petite fille, bien évidemment, lien de parenté ou également lien de relation conjugale. Et du coup, en matière d'audit, on essaye de garantir cette indépendance et de garantir cette objectivité le plus possible. Rebonjour, bien sûr, à tous ceux qui m'écrivent. Rebonjour. Et une autre question qui est venue, et je la lis, est-ce qu'il y a un lien de subordination du contrôleur de gestion ou du contrôleur interne à l'auditeur? Là, je réponds limpidement. Il n'y a pas de relation de hiérarchie, de subordination. Chacun travaille de son coin avec complémentarité afin de ne pas gaspiller les efforts et ne pas avoir de la redondance. Sinon, le contrôleur interne, il relève de la direction générale, c'est-à-dire il est rattaché au manager hiérarchiquement. Et l'auditeur est rattaché à la direction générale et au conseil de l'administration. Bien sûr, le contrôle interne, bien que j'ai dit, il est rattaché, mais il se trouve à tous les niveaux, ce qui n'est pas le cas de l'auditeur. Il se trouve au niveau supérieur. Donc, s'il vous plaît, pour cette question, il n'y a pas de lien de subordination. Troisième élément, est-ce que l'auditeur peut enrichir son équipe par une personne de l'extérieur? Oui, l'auditeur peut, quand il n'a pas toutes les compétences nécessaires pour mener une mission. Je vais supposer, par exemple, je suis compétent en ressources humaines, mais je ne me connais pas trop en informatique, en système d'information en ressources humaines. Et du coup, j'ai besoin dans mon équipe quelqu'un qui comprend dans l'informatique. Et en recourant à cette personne, s'il est en interne, c'est tant mieux. Et nous avons dit en l'engageant, ça doit être avec des documents et en le chargeant, il faut que nous avisons la direction générale et ça doit être documenté de manière à le responsabiliser. Maintenant, s'il vient de l'extérieur de l'organisation, et nous l'avons déjà signalé en parlant des normes également. Dans ce cas de figure, cette personne externe, externalisation,
doit respecter deux choses. La première, la charte d'audit interne. Deuxième, il doit maintenir ses engagements. Maintenir ses engagements. Dernier élément, ce n'était pas une question, c'était remarqué qu'il y avait une personne qui a dit s'il vous plaît, gardez les lives enregistrés. Je l'ai déjà signalé. Ils sont enregistrés automatiquement sur Facebook. Je les transfère par la suite en les téléchargeant et en les mettant sur ma chaîne YouTube. Également, je les avais, les mêmes liens de la chaîne YouTube ont été mis à la disposition de l'administration de la faculté qui les a mis sur la plateforme e-learning. Donc, vous avez différents moyens et je vous donne un cadeau pour ceux qui vont remplir le questionnaire que j'avais émis. Tous les emails que je recevrai recevront directement sur leur boîte mail tous les liens nécessaires, aussi bien pour les drives, et pour les nouveaux supports courts et pour les liens sur la chaîne YouTube des différents lives que nous avons enregistrés durant cette période. Bien sûr, même les lives d'aujourd'hui seront mis entre vos mains, ils seront mis aux mains de l'administration pour qu'elle les mette sur la plateforme e-learning. Donc, pas de souci. J'espère que l'équité et des chances et de mise et que les personnes n'auront qu'à télécharger sur leur PC ou sur leur téléphone. Vous allez me dire, il y en a certaines personnes qui n'ont pas de téléphone. Au moins, il y a un téléphone à la maison du père ou de la mère ou du frère. Le cas échéant du voisin, pourquoi pas. Bon, l'essentiel pour nous, c'est dans une situation anormale, on doit recourir à tous les moyens qui peuvent être mis à notre disposition afin d'exceller. Maintenant, s'il vous plaît, après ces questions-là, de traitement de ces questions, je reviens à mon chapitre 3. Dans ce chapitre 3, il nous reste deux sections. Préparation et réalisation de la mission et la section de la vérification, reporting et surveillance. J'espère que ces deux sections, j'ai essayé de ne pas y mettre beaucoup de discours. J'ai mis des outils. Parce que j'ai dit, quand on va aller en mission, on a besoin d'une boîte à outils pour aller travailler, travailler, que ce soit au moment de la préparation, au moment de la réalisation, au moment de la vérification, au moment d'écrire nos rapports et au moment de la surveillance des progrès. Parce que nous avons signalé que l'auditeur interne doit surveiller les progrès, ce qui n'est pas le cas pour l'auditeur externe qui peut être chargé optionnellement de faire le suivi. Et j'avais donné l'exemple de la Cour des comptes. Une fois qu'il dresse ses rapports d'audit, il n'est pas censé de les suivre, sauf si le commanditaire lui demande de les suivre. OK? Et donc, si vous permettez, on déclenche. Et si je donne de plus en plus d'exemples, ça nous prend un peu plus de temps que ce qui a été prévu, c'est-à-dire les 25 minutes. Et maintenant également, ça va prendre presque 30 minutes parce que quand même les deux sections sont assez importantes. C'est pour répondre à la requête qui a grandi et qui a montré ses qualités, et qui était au Sénégal après qu'il a fait le master que je coordonne, c'est Sharaf Din. Sharaf Din, donc j'espère que les exemples d'aujourd'hui, c'est-à-dire répondent à ce que vous voulez. Maintenant, rapidement, s'il vous plaît, en matière de préparation-réalisation. Avant d'y aller, j'ai mis pour vous sur le document, c'est la dernière séquence 3, document PDF qui est entre vos mains. Il y a un petit schéma où il y a une flèche et il écrit Ré-Ri-Co-Ré. Ré-Ri-Co-Ré. Et Ré-Ri-Co-Ré, c'est les 4 commandements de l'auditeur. Il commence par résultat, Ré. Il analyse les risques, Ri. Risque, bien sûr, il y a les dysfonctionnements, anomalies, problèmes en parallèle. Il cherche les
cause, C-A-U, cause, et il donne des recommandations, ré, ri, co, ré. Souvenez-vous toujours de ces 4 commandements du travail d'un auditeur, qu'il soit interne ou qu'il soit externe, s'il vous plaît. Après ceci, j'aimerais bien, dans les slides qui vont suivre ce schéma-là que je viens de signaler, il y a la démarche générale d'une mission d'audit. Et devant chaque étape, il y a les outils qui sont mis en œuvre. Et je veux faire une petite lecture rapide avant d'aller sur les détails. Bienvenue, M. Serhani. Donc, il y a la préparation de la mission d'audit. La préparation commence par une lettre de mission, par la planification des dates, par l'intervention des intervenants, on va y revenir, puis l'estimation des risques, risque, estimation des risques d'audit, c'est une première estimation bien évidemment, puis déterminer les stratégies, première estimation, c'est-à-dire dans le cadre de ce que nous avons dit, recadrage de la situation. Puis on détermine la stratégie d'audit et on planifie tous les tests et tout ça. Quand j'ai dit on détermine la stratégie, cela signifie on ne parle pas de la stratégie du management, on parle de la mission d'audit. C'est ce qu'on peut traduire autrement, la méthodologie du travail, nous l'avons déjà signalé. Les étapes suivantes, c'est de faire les tests de conformité de vérification, s'ils sont déjà faits. Parfois, vous avez un contrôleur interne qui a fait beaucoup de calculs et calculé beaucoup de ratios et analysé le fonctionnement des process et tout ça. Ça n'a pas de sens à ce que vous répétez le même travail. Vous pouvez compléter, comme je l'avais signalé, c'est pour éviter un peu de refaire le travail à l'intérieur et de gaspiller des ressources. Et donc, s'il vous plaît, s'ils sont faits, vous passerez directement au reporting. S'ils ne sont pas déjà faits, vous passez au test, puis au reporting avant de finaliser. On passe maintenant, s'il vous plaît, à la première étape de ceci, c'est-à-dire la préparation et la réalisation. Premier document essentiel pour aller au travail, après que nous avons donné notre plan de travail général à la direction générale et au conseil, c'est d'avoir un ordre de mission. Ordre de mission, vous avez l'exemple que j'ai saisi sur votre document PDF. Je rappelle uniquement quels sont les principaux éléments qui doivent figurer sur l'ordre de mission. Tout d'abord, le destinataire, qui est le responsable d'audit interne. Puis, copie pour information, on doit faire signaler dans ce ordre de mission, copie pour information au responsable de l'entité qui sera auditée. Vous allez me dire, est-ce qu'ici, il va auditer toute l'organisation? Par défaut, le directeur général qui lui a adressé cet ordre de mission a pris déjà connaissance, mais il est de son devoir, c'est-à-dire du devoir du directeur général, d'informer tous les responsables de son organisation qu'il y aura une mission d'audit, afin qu'ils collaborent. Et là vient l'élément que nous avons déjà signalé auparavant, le degré de collaboration. Ça doit être signé à la fin par le DG, quelle que soit la personne qui donne l'ordre. Bien évidemment, il doit être daté, on doit mettre la ville et le nom et on a en tête le nom de l'organisation. Ça, c'est l'ordre de mission. Donc, après le document de la charte d'audit interne, le deuxième document, le plus important également pour déclencher une mission d'audit, c'est l'ordre de mission. Une fois que l'ordre de mission est là, on passe à la réunion d'ouverture. C'est-à-dire que l'auditeur, avec l'aval de la direction générale et du conseil, il organise une réunion d'ouverture afin de décliner, de clarifier davantage quels sont les objectifs de la mission. Il comprend également quels sont les moyens qui sont mis à sa disposition. L'essentiel, la réunion d'ouverture est une occasion, les éléments de recadrage qui a été fait auparavant. Et donc, deuxième étape, c'est la réunion d'ouverture. Après la réunion d'ouverture, commence le travail officiel
auditeur interne en matière de mission d'audit et également pour un auditeur externe également s'il y en a, sauf que lui, il ne démarre pas de la charte d'audit interne, il démarre du contrat TDR, les termes de il démarre de la loi. Première des choses que les deux types vont faire, c'est un questionnaire de prise de connaissance de l'organisation. Un questionnaire de prise de connaissance de l'organisation. Quand on entend questionnaire, on croit qu'il va être distribué avec échantillonnage et tout ça. Non, c'est un questionnaire qui est dressé par l'auditeur interne lui-même afin de comprendre l'organisation, les relations internes de l'organisation et les relations externes de l'organisation. Et donc, les questions centrales sont les suivantes. Les données sectorielles, les données qualitatives sur l'organisation, les données internes à l'organisation telles que les organigrammes, les manuels de procédure et tout ça, et les informations réglementaires, par exemple, si les ressources humaines, nous l'avons déjà signalé, il y a par exemple le code de travail et d'autres documents. Si par exemple c'est les finances, c'est la réglementation comptable, le CGNC, le plan, le CGNC, le plan comptable. Et ça peut être un plan comptable spécifique à une organisation précise. Tout ça donc fait partie de questionnaire de prise de connaissance. Ça doit vous faire souvenir l'étape de la collecte et d'investigation. Donc, la préparation se prépare par une collecte qui va être suivie par une investigation. Collecter, c'est des données donc déjà prêtes. Faire de l'investigation, chercher des informations qui ne sont pas prêtes et qui doivent être remontées par l'auditeur interne lui-même. Une fois que nous avons tout ça, on passe au troisième document essentiel du travail de notre auditeur. Premier, c'est la charte. Deuxième, c'est l'ordre de mission. Troisième, s'il vous plaît, c'est le programme d'audit. Le programme d'audit. Dans ce programme d'audit, on décline quelles sont les tâches qui seront faites par l'auditeur interne, les entités qui seront visitées, les temps. C'est un peu comme un diagramme de Gantt, ou de Microsoft Project ou autre, pour ne pas faire de la publicité comme d'hab, et bien évidemment déterminer les responsables qui seront rencontrés, tout ça. Donc, c'est un diagramme, chronogramme, de manière à décliner le timing, les personnes, les objets, les tâches qui seront faites par l'auditeur interne. Ce programme, nous l'avons déjà signalé, il doit être validé. Il doit être validé par notre directeur général ou également par les entités qui seront auditées. Bien évidemment, une fois que le programme est là, on passe à la vitesse supérieure. Il faut recueillir les faits. Les faits doivent être suffisants. Ils doivent apporter la preuve nécessaire pour toute conclusion. Ne pas trop demander, ne pas moins demander. Il faut demander juste ce qu'il faut. Faites très attention, si nous sommes auditeurs, il faut être limpide. La précision, l'explication, la clarification, la vérification, l'illustration sont des éléments qui sont très essentiels. Vous avez cette collecte et cette investigation se fait généralement à travers sur pièce et sur place. Donc, on ne va pas réinventer là-haut. Après le questionnaire de prise de connaissance, on va collecter tout ce que peut tomber sous notre main en tant qu'auditeur. Quand je dis tout ce qui peut tomber, c'est-à-dire qu'il faut savoir ce qu'on cherche. Et du coup, je vais citer, vous avez l'organigramme de l'entité ou de l'organisation, les anciens rapports de contrôle ou d'inspection ou de le statut de l'organisation, le règlement de l'organisation interne, tout document indirect avec l'objet de notre mission. Ressources humaines, et chaque domaine, bien évidemment, a ses propres documents.
réglementations. Par la suite, si tout ça n'est pas suffisant, et certainement il ne sera pas suffisant, puisque nous avons dit, il est de l'obligation de l'auditeur interne d'aller au terrain, d'aller chercher plus d'informations. Là, vous avez plusieurs éléments qui vous permettent de confronter les conclusions tirées de la part presse, c'est-à-dire des documents, avec la réalité. Interview avec les responsables. Ils n'ont pas assez de temps. Les questions doivent être claires et surtout ouvertes. Surtout ouvertes. Parce que un responsable, dans son schéma, il a pas mal d'informations à partager avec vous en tant qu'auditeur interne qui ne sont pas codifiées quelque part. Si vous lui faites un oui-non, par exemple, un dichotomique ou une échelle à la Likert, c'est pas intéressant. Donc l'interview avec des guides d'interview semi-directifs sont très intéressants. Donc vous avez l'interview, plus particulièrement comme je l'avais signalé avec les contrôleurs et avec les responsables. Les questionnaires, quand on s'adresse à une grande population telle que le personnel, les salariés, les focus group, quand on s'adresse au cadre, généralement on fait des réunions focus group et en utilisant des outils tels que le brainstorming, le metaplane. Brainstorming, c'est que l'animateur ne va pas orienter les discussions. Il ne fait que collecter ce que disent les cadres autour de la table. Et bien évidemment, les personnes qui sont autour de la table ne doivent pas entrer dans des discussions bilatérales. Chacun exprime ce qu'il a dans la tête. C'est le brainstorming. Le metaplane, c'est d'utiliser les post-it au tableau et de faire une classification et une synthèse. Et vous avez en fait recourir également aux réunions croisées entre les dirigeants et les différentes parties prenantes. N'oublions pas au passage l'observation, l'importance de l'observation en matière de terrain. Tout ce qui sera collecté, que ce soit à partir du questionnaire, de prise de connaissance ou de ces différents outils, soit documents, soit outils qu'on vient d'utiliser, les questionnaires, les guides d'interview, les focus group, les réunions croisées, l'observation, est dressé dans des frappes. Frappe, c'est l'abréviation de révélation, de l'analyse de problèmes. Chaque problème, chaque risque a une frappe. Et vous avez dans le PDF le modèle de cette frappe, où il y a un problème, comment on l'a constaté, quelles sont ses causes, quelles sont ses conséquences, quelles sont ses recommandations. Toutes les frappes doivent être signées par l'auditeur et par le chef de la mission. Par l'auditeur et par le chef de mission dans un processus d'approbation-validation. Vous allez me dire, et si nous avons des centaines de frappes? Là, vous avez un autre outil que j'ai appelé le tableau de synthèse des frappes. Tableau de synthèse des frappes. Et dans ce tableau de synthèse des frappes, feuille de révélation et de l'analyse des problèmes, le tableau est structuré en 4 colonnes. 4 colonnes, et vous avez des exemples à l'intérieur du tableau qui vous montrent comment remplir. Donc nous avons l'événement, nous avons l'indicateur grâce auquel nous avons constaté cet événement, ce risque ou ce problème. Vous avez une colonne du coût, combien ça nous coûte. Ça réduit notre valeur ajoutée, ce problème ou ce risque ou cette anomalie ou ce dysfonctionnement. Et bien évidemment, quelle est son incidence sur notre activité. Quelle est son incidence sur notre activité. Ainsi se termine cette phase de préparation-réalisation. Préparation-réalisation. Je rappelle la charte, ordre de mission. Troisième document, je vais aller seulement avec les documents essentiels. Ordre de mission. Document autre, le programme d'audit est très essentiel. Frappe, et le tableau de synthèse des frappes. Donc, 6 éléments essentiels en tant que document. Pour remplir tout ça, on a besoin de questionnaires, on a besoin d'interviews, on a besoin de collecter des documents en interne, en externe. Tout ça est très utile. Maintenant, si vous allez me permettre, je vois peut-être il y a une question. Si on pose des bonnes
question, c'est déjà de la réponse. Adjuger, effectivement, nous avons déjà vu à l'entrée de tous nos lives et également de ce module-là, on a utilisé le modèle de Laswell, le modèle fondamental, et nous avons dit que les bonnes questions mènent vers les bonnes conclusions qui nous permettent de faire les meilleures recommandations. Pourquoi j'ai dit ça peut être, on peut avoir quelques erreurs, peu importe l'essentiel, ce qui nous intéresse, ce serait les meilleurs que nous avons pu produire. Passons maintenant à la vérification et la surveillance. Quand je dis vérification, je parle surtout de l'analyse. Je parle de l'analyse. Et vous avez sur votre PDF certains tableaux, certains éléments qui vous permettent de faire ces analyses. Le premier tableau que j'ai mis à votre disposition, et je le signale toujours, les tableaux qui sont dans le cours sont des tableaux plus ou moins standards et les auditeurs internes dans leur activité réelle, selon le secteur d'activité, selon la nature des organisations où ils travaillent, peuvent adapter les tableaux, peuvent adopter d'autres outils et du coup, nous, ce qu'on donne, c'est un peu le général. Sinon, si l'on veut aller dans le spécifique, il faut faire de l'analyse terrain et chapeau à tous les auditeurs internes. En réalité, il faut les confronter afin de comprendre la difficulté de leur mission. Donc, je reviens. Premier tableau qui est mis à votre disposition pour faire l'analyse, c'est le tableau d'identification, pondération des problèmes. Identification, pondération des problèmes. Ce tableau-là, il est structuré en lignes et colonnes, comme une matrice. En colonne, on a le degré de gravité d'un problème. Et en ligne, on a le degré de répétitivité de ce problème. Comme vous le savez, on peut détecter beaucoup de problèmes, mais on ne peut pas les attaquer tous. C'est un peu comme dans la règle parisienne de Pareto, Vilfredo Pareto, il faut attaquer les 20%, de manière à améliorer les 80%. C'est un peu dans ce sens-là. Et donc, si l'on fait ce tableau-là, c'est quelque part pour choisir les problèmes sur lesquels on doit zoomer davantage. Et donc, j'ai choisi un tableau de gravité-répétitivité qui est fait en une échelle de 5, ça peut être réduit, ça peut être... L'essentiel, c'est que ça doit être en échelle de manière à pondérer. Le problème qui aura la grande cotation, c'est-à-dire 5 fois 5 dans notre cas de figure 25, c'est les problèmes sur lesquels il faut zoomer davantage. Ok. On passe à un deuxième tableau qui est également très essentiel, c'est le tableau du questionnaire de contrôle interne. Et là, comme je l'avais signalé déjà, l'audit évalue le contrôle interne qui est un ensemble de mécanismes, systèmes de diagnostic et de suivi mis à l'intérieur de l'organisation. Au passage, il peut également aller sur le contrôle de gestion et autres. Dans ce tableau-là, il essaie de voir, en analysant les systèmes de contrôle interne, en analysant les procédures, en analysant les budgets, en analysant les process, en analysant tout ça, il se pose des questions. Est-ce que ces questions sont traitées ou pas? Donc, deuxième colonne, c'est le oui. Et troisième colonne, c'est le non. Et en dernier, il fait son observation. C'est-à-dire l'observation sur le oui ou sur le non. OK? Et donc, de cette manière-là, on aura toute une batterie de questions qui sont liées au contrôle interne et ça doit être divisé et décliné par grand process. L'exemple que vous avez sous les mains dans votre PDF et également sur les slides, c'est l'exemple de la fonction d'achat. Ça peut être appliqué dans la fonction de vente, ça peut être appliqué dans la fonction ressources humaines, ça peut être appliqué dans toute autre fonction. Okay? Y compris la fonction de l'audit en lui-même dans le cadre de ces analyses internes, qui peuvent être périodiques et nous les avons déjà signalés également dans le cadre des normes. Troisième tableau que j'ai mis à votre disposition, c'est le tableau de décomposition des process.
ou ce que nous avons également appelé le diagramme de circulation des flux. Si j'ai choisi de le présenter sous forme de tableau, c'est parce que présenter un diagramme sur des slides n'est pas aussi évident, n'est pas aussi de circulation des flux n'est pas aussi évident. Et donc on suit le process dans sa globalité de son départ, élément d'entrée, élément de sortie, input, output et le déroulement, et on le trace. C'est ce qu'on appelle généralement les logigrammes. Logique, diagramme, logigramme. Qui fait quoi? Ce qui se fait? Comment il est fait? De manière à juger sur ces, sur les redondances qui peuvent être faites. Désolé, il y a quelqu'un qui vient de signaler, on peut le considérer comme un tableau de bord. J'ai pas assez compris la question, mais s'il vous plaît, le tableau de bord est un outil propre au contrôleur de gestion. C'est pas l'auditeur ne dresse pas de tableau de bord. Le questionnaire de contrôle interne, c'est plutôt un document qui nous permet de comprendre là où il y a des erreurs, des anomalies, des dysfonctionnements à l'intérieur de certains process. Je viens de voir Kamal Jbar. Kamal Jbar, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était parmi l'un de mes meilleurs étudiants qui était chef de service RH à l'entreprise Ozone et qui avait suivi mes cours sur les plans sociaux et on avait pas mal d'échanges sur un plan social. Le plan social, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quand une entreprise veut refaire un peu soit ses ressources humaines en termes de quantité, qualité ou qualitativement quand elle a des problèmes. Et bientôt, avec la crise de Covid-19, on verra beaucoup d'entreprises qui recourent aux plans sociaux. Et vous l'avez déjà constaté que beaucoup de salariés sont en arrêt de travail, qui ont été indemnisés par l'État, mais ce n'est pas les plans sociaux. Ça, c'est situation de crise. On ne peut parler de plans sociaux que quand ça suit une démarche bien précise. Ça n'a rien à voir avec le bilan social également, qui est obligatoire en France. OK. Je passe à un autre outil d'analyse, si vous permettez, après celui de flux de circulation des flux. En même temps, je lis parce qu'on n'aura pas l'occasion de traiter les questions. C'est pourquoi je les traite à fur et à mesure que je les vois. Vous avez, nous avons dit ré, ri, co, ré. Résultats, on les a déjà vus. Risque, on vient de passer par les tableaux, par exemple, de décomposition des process, flux de circulation, analyse du contrôle interne, également le tableau de pondération des problèmes, d'identification. Maintenant, il faut passer à cause. Parce que si vous ne passez pas aux causes, vous ne pouvez pas donner les bonnes recommandations. Et pour donner les bonnes recommandations, je recommande à tout auditeur interne que vous serez au futur, parce que je ne suis pas apte à recommander à des personnes qui sont déjà en profession, parce que ce sont eux qui vont enrichir nos connaissances, nous les académiciens, puisque ce sont eux les professionnels et qui rencontrent les réalités vivantes. Donc c'est l'arbre des causes. L'arbre des causes qui est appelé aussi l'arbre de la décision. Tout problème, on va essayer de décliner ces causes et on va aller aux causes les plus petites. Parce que si vous vous limitez aux causes les plus importantes, je vais prendre un exemple. Les méventes, c'est-à-dire réduction des ventes, baisse du chiffre d'affaires. Vous avez ce problème-là. Que peuvent être ces causes? Morose du marché, par exemple. Morose du marché, ça peut être stratégie féroce d'attaque des concurrents, mauvaise performance de notre force de vente, de nos vendeurs. Si je m'arrête à ce niveau-là et je dis morose, force des concurrents et défaillance de notre force de vente, si je donne des recommandations, elles resteront très générales. Très générales. Donc, chaque élément, je vais essayer de le décortiquer. La morose du marché, d'où il vient? Donc, sous-cause. Sous-cause.
La même chose pour la férocité des concurrents. D'où vient leur puissance? Et donc, d'où vient ma faiblesse? La défaillance de la force de vente. Pourquoi ils sont défaillants? Pour des raisons de formation, pour des raisons de désarroi social. L'essentiel, sous cause, ça nous permet de se rapprocher davantage des bonnes recommandations. Mais encore, ce n'est pas suffisant avec l'arbre des causes. Et donc, il faut aller au dernier schéma qui nous permet réellement de s'arrêter sur les bonnes recommandations. C'est ce qu'on appelle le diagramme d'Ishikawa ou le diagramme de cause à effet. Il est appelé également l'arête du poisson parce qu'il ressemble à l'arête du poisson, ou également le diagramme des 6 M. M, 6M, machine, matière, main-d'œuvre, milieu, management et méthode. On peut mettre 5M, on peut mettre 7M, 8M. L'essentiel, c'est que ce diagramme d'Ishikawa, qui était utilisé davantage dans le management de la qualité, peut travailler, on peut l'utiliser également en matière d'audit interne. Il y avait quelqu'un qui a écrit tout à l'heure baromètre social, s'il vous plaît, c'est pas sa place là. Le baromètre social est utilisé en matière des ressources humaines, surtout pour sonder le climat social et la satisfaction des salariés. Si vous êtes auditeur interne, tu peux recourir. S'il est fait, tu l'utilises. S'il n'est pas fait, tu peux l'utiliser. Mais s'il vous plaît, certains concepts, il faut faire très attention avec. Il y a une autre question, l'auditeur doit avoir le sens de la précision. Effectivement, il est précis, concis, clair, tout ce que vous voulez, parce que nous avons dit, on ne peut pas tirer des conclusions ou donner des recommandations que si on a des preuves tangibles et suffisantes. Oui, le diagramme d'Ishikawa est made Japan. Et donc, ça a été fait par l'ingénieur Ishikawa, qui est l'un des ingénieurs qui sont passés du côté de Toyota. On passe rapidement, si vous permettez, l'avant-dernière étape avant la réunion de la validation et d'évaluation des plans d'action, c'est l'évaluation des risques. Nous avons commencé par identifier les risques, et faire une première évaluation. Maintenant, on est à l'étape de la validation et de la vérification de ces risques, de manière à ce que ça devienne un document de travail. Quand je dis des risques, c'est-à-dire il ne faut pas omettre. Il y a les problèmes, il y a les anomalies et il y a les dysfonctionnements. Je vous ai mis un document de Total, qui montre un peu l'importance de l'évaluation des risques en matière d'audit interne et qui vous donne un peu le schéma d'ensemble. Une fois que tout ça, l'analyse est faite et clôturée, on passe, avant de rédiger nos rapports, à la réunion à la réunion de validation et d'évaluation des plans d'action. Avant d'en parler, il y a une personne, puisque son nom n'apparaît pas, il est en abréviation, qui pose comment ça fonctionne Ishikawa. Ishikawa, s'il vous plaît, vous prenez un problème qui a des causes et on essaie de rattacher les sous-causes que nous avons déjà détectées auparavant. Et je prendrai, pour être très pointu, très pointu, je prendrai le cas notre force de vente n'est pas au point. Notre force de vente n'est pas au point. À quel M vous allez la rattacher? C'est le M de la main d'œuvre. Merci petite. Un petit café qui arrive au bon point. Bon, on le rattache à la main d'œuvre. C'est autrement dit. Et puisqu'ils ne suivent pas de la formation, ça peut être que ça n'a pas été programmé par les managers. Et donc, on va retrouver la même cause, mais cette fois-ci rattachée au management. C'est-à-dire que le management n'a pas mis en place des sessions de formation. C'est pourquoi on a constaté que notre main-d'œuvre manque de formation. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que pour chaque M, vous essayez de rattacher
les causes qui lui sont liées, et sachez qu'une cause peut être rattachée à plusieurs M, ce qui vous permet de donner la bonne conclusion et la bonne recommandation. Je reviens, si vous permettez, à la réunion de validation et d'évaluation des plans d'action. C'est une réunion, à l'instar de la réunion d'ouverture, ça c'est, disons, c'est la réunion de clôture. Mais ce n'est pas la clôture définitive, c'est plutôt pour valider afin de pouvoir ajuster s'il y a des choses à ajuster en matière de conclusion, recommandation. Et donc, on tient une réunion en présence du DG, des personnes qui ont été auditées, de toute personne intéressée, partie intéressée, et bien évidemment, l'auditeur va faire toute sa présentation c'est ce qu'on appelle la revue de direction. La revue de direction, il va présenter tout ce qu'il avait constaté, qu'est-ce qu'il propose comme action de progrès. Maintenant, si vous permettez, dans le cadre de cette réunion de validation, on présente des rapports. Mais quand je dis rapport, faites très attention. Il n'y a pas que le rapport. Si vous faites very quick audit, est-ce que l'on a besoin pour une petite opération de faire tout un rapport? Pas du tout. Une simple note suffirait. Donc les supports de déclinaison des conclusions, recommandations de l'auditeur ne sont pas toujours, ils ne prennent pas toujours la forme d'un rapport. Ils peuvent prendre la forme d'autres supports tels que notes, tels que petits documents et ainsi de suite. Moi, je vais me focaliser davantage sur un rapport, c'est-à-dire qu'il est détaillé. Un rapport, il est écrit tout d'abord sous sa forme préliminaire. Qu'est-ce qu'il y a dans ce préliminaire, ce rapport préliminaire? 3 éléments essentiels. 1. Rappel des objectifs de la mission, de manière à faire savoir le périmètre et les limites de la mission. C'est un peu comme en recherche scientifique, quand on dit dans notre chapitre méthodologique, on a tenu en compte ça, on n'a pas tenu en compte ça, on avait pour objectif ça, on a adopté telle chose, on a rencontré tel problème. Tout ça entre dans ce qu'on appelle le rappel des objectifs de la mission, avec bien évidemment la description de la situation auditée et de son fonctionnement. Deuxième élément, ou plutôt cette partie, c'est la première partie du rapport. Deuxième partie du rapport, c'est la présentation et le commentaire sur les dysfonctionnements, c'est-à-dire tous les relevés et classifications de la nature et de la gravité, tout en exprimant bien évidemment ses opinions et ses réserves et ses remarques défavorables éventuelles. C'est-à-dire celui qui signale, c'est l'auditeur interne dans son rapport. Sachez que, et c'est bien de le signaler puisque nous y sommes, qu'un rapport doit être écrit au conditionnel. L'auditeur, il recommande, il n'oblige personne. Faites très attention. Il n'est pas là pour sanctionner, ce n'est pas un inspecteur. Et donc, s'il vous plaît, tout est écrit au conditionnel. Sachez que également, les techniques de rédaction des rapports ne sont pas semblables dans le monde entier. Si je prends par exemple une écriture à l'anglo-saxonne et à la germanique, c'est-à-dire en Allemagne, on commence par les conclusions. Une écriture à la française et à la francophone et également à la marocaine, on commence par le rappel des objectifs. Ok? Une écriture à la germanique, light, et il y a les documents détaillés. Une écriture à la française, le complet généralement. Et donc, nous avons dit rappel des objectifs, présentation et commentaires sur les dysfonctionnements. Dernier chapitre, dernier paragraphe de ce rapport serait les conclusions tirées et les recommandations faites. Désolé. Une petite gorgée de café à nouveau. À vos souhaits. Bon, retournons à nos moutons. Une fois que le rapport est fait, il est transmis pour avis contradictoire. Sachez également que même en audit externe, la Cour des comptes, qui est un organe ayant une force juridique,
il envoie aux organisations qu'il avait auditées son premier rapport préliminaire afin qu'ils donnent leur avis sur ce rapport préliminaire, qu'ils fassent leurs réserves, leurs remarques et ainsi de suite. Merci. Donc, une fois que ce rapport, comme je l'avais signalé, ce rapport préliminaire est fait, il est envoyé à l'audité de manière à ce qu'il fait ses avis contradictoires. Les avis contradictoires sont ajoutés au rapport préliminaire. On ne va pas corriger le rapport préliminaire. On garde notre rapport préliminaire et on met à côté l'avis contradictoire. L'avis contradictoire, surtout en matière d'audit externe. OK? En matière d'audit externe. Et on élabore maintenant notre rapport définitif qui n'est autre que le rapport préliminaire, plus l'avis contradictoire, plus les précisions et les remarques ajoutées par l'auditeur, notre auditeur interne. Bien évidemment, il ne doit pas faire des ratures s'il avait fait des omissions, parce que les rapports, c'est un peu comme dans la comptabilité, quand vous dressez vos journaux, et le journal, il ne doit pas comporter des blancos ou des ratures. OK? Et une fois que nous sommes ici, l'auditeur, et on arrive à la dernière étape, c'est la surveillance des progrès et des plans d'action et qui sont obligatoires, comme je l'avais signalé, en matière d'audit interne et qui ne sont pas obligatoires en matière d'audit externe. Ainsi se termine notre séance et notre cours d'audit général. J'espère que j'étais à la hauteur de vos attentes et de vos aspirations. Comme je l'avais signalé, il y avait déjà presque 200 personnes qui ont rempli le questionnaire, mais je sais très bien que vous êtes plus nombreux que ça. Deux groupes, ça fait approximativement 400 personnes, plus une centaine, presque une centaine en temps aménagé, ce qui fait au moins je dois avoir 450 personnes sur mes tables Excel du questionnaire afin peut-être de juger, de passer à une autre étape personnalisée cette fois-ci. Je remercie les autres likers qui nous ont suivis, entre autres M. Hamza Talidi que je viens de voir son commentaire, et bien d'autres. Si je n'ai pas cité tous les noms qui figurent, je vous salue, je vous aime, je vous encourage dans cette période de confinement, travaillez bien, prenez soin de vous. J'espère qu'on reviendra à la normale en présentiel. J'attends s'il y a une question peut-être ou deux. S'il n'y en a pas, donc je vous souhaiterais bonne chance et peut-être je vais vous revoir sur vos emails directement. S'il vous plaît, quand je vais envoyer les liens, pas nécessaire de m'envoyer merci parce que ça va inonder ma boîte mail et je n'arriverai pas à la voir. Et du coup, il suffit de prendre les liens et ainsi de suite. Bon, je suis à l'écoute. Merci à vous tous. Merci à vous tous. S'il n'y a pas de questions, donc je ferme cette session. J'attends quelques minutes. Merci à vous. Merci. Merci, M. Driss, pour tous vos efforts. M. Driss Al-Grissi, qui assure la coordination entre moi et les gens du temps aménagé, que je salue tous. Certains sont au devoir. Je les salue également. S'il vous plaît, Driss et tous les autres délégués de groupe, il y en a peut-être certaines personnes qui n'ont pas de lien de compte Facebook. Essayez de partager avec eux le lien du questionnaire afin qu'ils bénéficient de ce savoir et comme ça on a garanti l'égalité des chances. Merci. Suis live en Chine. Impeccable. J'ai une personne, Idrissa, plutôt ça peut être un homme, qui me suit de la Chine et qui a étudié chez moi en 2017 en S6 et qui est en Master Commerce International M2 en Chine. Je te souhaite bonne santé et bonne continuation. Ravi toujours quand je regarde que mes étudiants excellent parce que c'est ça mon désir, que mes étudiants soient meilleurs et plus excellents que moi. S'ils sont comme moi, j'ai raté le train. Oui, y a-t-il d'autres commentaires, d'autres questions? Des remerciements toujours?
Je vous remercie avec grand cœur. Like. Oui, merci, merci. Ainsi, pour ne pas allonger davantage, merci à vous, bon courage, et on se rencontre toujours sur notre page qui est l'interface entre moi et vous pour l'instant. Bien évidemment, on aura peut-être des séances d'échange et de questions en direct cette fois-ci avec les personnes du groupe A, C et A et C et temps aménagé. Ça n'empêche, s'il y a des personnes qui nous ont suivis, telles que la personne qui vient de nous saluer de la Chine, et je salue tous les ressortissants africains et plus particulièrement marocains dans les 4 coins du monde, je vous souhaite bonne santé, je vous souhaite également longue vie et que vous allez renforcer les rangs de votre pays afin qu'il soit parmi les meilleurs. Ainsi, je vous souhaite bonne journée.